Des chiffres qui fusent de partout, notamment de la synergie des médias locaux, centralisés à la RTNB, dirigés à partir du ministère de la Communication, des chiffres largement en faveur du CNDD-FDD. La diffusion progressive des résultats provisoires par les médias est intervenue après autorisation de Pierre Claver Kazisse, président de la CENI, jeudi, c'est-à-dire le lendemain des élections. La veille, lors des scrutins, les journalistes ont scrupuleusement respecté l'ordre donné par le gouvernement de ne diffuser que les résultats issus de la CENI. Le principal parti de l'opposition, CNL, n'a pas attendu longtemps pour crier au vol. Agathon Rwasa, leader de cette formation, a déjà indiqué que les chiffres diffusés sont fantaisistes et donc qu'il les conteste en fonction, dit-il, de la réalité que les siens ont observée dans les différents bureaux de vote à travers le pays. À cela s'ajoute l'absence des observateurs indépendants et internationaux et le traitement des mandataires du même CNL dénoncé par le parti le jour des élections. Quel a été l'impact de la mesure du gouvernement sur ces élections, de ne pas faire diffuser par les journalistes les résultats des bureaux de vote? Le contexte peut-il garantir la transparence dans les résultats et apaiser le public? C'est sur cela que vont échanger nos invités. Gérard Viranamidje, d'abord. Vous êtes politologue, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Désiré Atungimana, rédacteur en chef de la radio Inza Magete Kakawe. Bonjour. Bonjour Franck. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Désiré Atungimana, quand vous observez aujourd'hui ce qui est en train de se passer, est-ce qu'on peut dire que c'est la conséquence de la manière dont les journalistes sont en train de travailler? Oui, je peux le dire ainsi parce que si on regarde clairement ce qui se fait aujourd'hui par la presse burundaise, je peux le dire sans me tromper et sans hésiter que c'est une manipulation. Les journalistes sont manipulés par le pouvoir. Le pouvoir utilise les journalistes comme il veut. Les journalistes qui devraient faire leurs recherches pour publier une information vérifiée sont là pour jouer la communication du pouvoir. C'est pas... On sait que c'est vrai que la synergie est centralisée à la RTNB, mais on sait également que la même RTNB a des correspondants partout à travers le pays. Est-ce que vous ne pensez pas que ces résultats qui sont en train de diffuser proviendraient peut-être de ces correspondants? Non. Lors de la synergie, j'ai regardé la fiche du déploiement des journalistes. Il y a des journalistes qui sont des autres radios qui sont sur le terrain. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils n'entrent pas dans les bureaux de vote pour regarder ce qui se passe là-bas. On leur donne des chiffres à communiquer, des chiffres qu'ils n'ont pas observés, des chiffres qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. C'est-à-dire que ces journalistes ne sont pas en train de faire leur travail. Parce que ce n'est pas leur travail. Le travail d'un journaliste, ce n'est pas de communiquer les chiffres. Et donc les correspondants dont je parlais tout à l'heure n'ont pas accès aux vraies sources. Oui, non, ils n'ont pas accès aux sources. Et quand tu n'as pas l'accès aux sources d'information, quelle est l'information que tu vas diffuser? C'est du n'importe quoi. On a couvert les élections de 2005, on a couvert les élections de 2010. Ça se passait très bien, correctement. On entrait dans les bureaux, on faisait des nuits électoraux. On était là toute la nuit. Et donc aujourd'hui, vous voulez dire que ce sont des résultats qui sont dictés? Oui, c'est dicté. Comme je l'ai dit, c'est dicté. Et ce qui est faussé dès le départ. Et ces journalistes, ils sont en train de tomber dans le piège du pouvoir. Et c'est regrettable parce qu'ils sont en train je dirais, de tuer, j'utilise ce mot, de tuer le métier, parce que ce n'est pas un modèle à suivre. Et je pense que les synergies qui ont été faites... De le discréditer. Oui, les synergies qui ont été faites, les années 2005-2010, ont donné du crédit à la presse burundaise. Aujourd'hui, la presse burundaise est discréditée parce qu'elle est en train de faire ce qu'on ne peut pas chez le journaliste. Gérard Viranamidje, la rédaction centrale, je le disais tout à l'heure, de la synergie est basée à la radio-télévision nationale du Burundi et elle est présidée par le ministère de la Communication. Cela peut-il rassurer? En principe, ça ne devait pas poser de problème. S'il n'y avait pas une
d'autres mécanismes de censure qui s'ensuivent ou qui sont faits. Un journaliste qui devait rapporter ce qu'il a vu dans un bureau de vote ou dans un centre de compilation des résultats des bureaux de vote et qui devait suivre ce déroulement et qui devait rapporter ce qui s'est passé, même si cela devait être stationné à la présidence, pour moi, ça ne pose pas de problème. Ah bon? Parce que justement, le journaliste est là, s'il n'a pas les mains liées, s'il n'est pas ligoté, il va rapporter exactement ce qu'il a vu. Donc, ça ne posait pas de problème, peu importe le lieu où il devait rapporter. Il devait donner l'information, voilà, rapporter sur le terrain. Voilà. Et donc, pour vous, les pouvoirs publics, s'ils sont de bonne foi, donc ils peuvent bien diriger les travaux des journalistes? Bien sûr, on voit ça ailleurs. On voit ça ailleurs. Si vous regardez les élections qui se passent ailleurs, ils sont rapportés à la minute prête et c'est à partir généralement des endroits qui ont été désignés pour ça qu'ils doivent rapporter. Donc, pour moi, le premier se trouve ailleurs. Ça se trouve où? Ça se trouve à 3 niveaux. D'abord, avant les élections, il s'est passé beaucoup de choses qui ont été rapportées et qui impactent bon an mal an sur le devenir des résultats attendus. C'est notamment qu'il y avait des manipulations en préparation. Le problème, c'est que la commission électorale en charge d'organiser ces élections n'a pas été à la hauteur, n'a pas pu communiquer sur tous ces cas qui étaient rapportés au niveau des provinces, au niveau des communes. Qui avaient des signes avant-coureurs. Voilà, il y avait des signes avant-coureurs qui n'ont jamais été commentés ou débattus entre acteurs politiques ou entre acteurs politiques et médias sur la manière de communiquer, etc. Tout ça, ça aurait décrispé. Moi, j'ai assisté aux élections, à plus ou moins 3 scrutins, en 1993, en 2005, en 2010. On a vu des commissions électorales qui communiquaient en temps réel. Régulièrement. En temps réel, régulièrement, tous les jours, sur ce qui va se passer. Mais là, même pour la liste des électeurs, on n'a pas une vue commune. La CENI a dit qu'elle ne pouvait pas trouver l'espace pour afficher toutes ces listes. C'est juste une réponse vraiment, je dirais, évasive, alambiquée quelque part. Donc, à côté de ça... Vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que l'espace pour afficher 30 000 personnes, c'est pas un stade de football. C'est juste un petit mur, on peut afficher ça. Et ça se faisait avant. Donc, rien n'a changé, ce n'est pas le décor qui a changé. Si on a augmenté les effectifs, peut-être en 2015, c'était autour de 4 millions. Actuellement, que c'est 5 millions. Éventuellement, on a augmenté aussi le nombre de bureaux de vote. Donc, du coup, il devait y avoir une décentralisation de ces fichiers électoraux. Voilà. Mais on connaît aussi des pays où il y a des dizaines et des dizaines de millions d'électeurs, mais où les fiches électorales sont effectivement affichées. En effet, il y a des pays où les électeurs se comptent en termes de centaines de millions et tout se passe bien. Vous allez en Inde, c'est plus des milliards de votants, mais il n'y a jamais eu de problème pour dire qu'on ne peut pas... On trouver de l'espace. Et donc, pour vous, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, à partir de la RTNB, du point de vue du ministère de la Communication, et donc c'est un travail biaisé. C'est un travail biaisé parce que, d'une part, la commission électorale, c'est elle qui devait se charger de la communication autour de ces résultats. Les médias devaient rapporter ce qui se passe au niveau des bureaux de vote ou au niveau des centres de compilation. Mais en fait, comme on l'a vu de par le passé, la CENI, chaque fois, devait annoncer ce qui s'est passé concrètement. Et là, on voit un silence, je dirais, incommensurable par rapport à ça. Et donc, c'est là où le bas blesse, pour moi. Désiré, on était habitué à des soirées électorales où, le lendemain des scrutins, les résultats provisoires étaient connus de tous. Or, la CENI a annoncé que les résultats ne pourront être disponibles que le 26, donc 5 jours après les élections. Arguant que le décompte est fastidieux parce qu'il s'agissait d'un triple scrutin. Son argument est-il convaincant?
Je pense que s'ils ont pris ce temps pour bien faire le travail, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ont pris ce temps, s'ils se sont donné un moment suffisant pour arranger le vote en leur faveur, ça je dirais que c'est... Comme de nombreuses voix sont déjà en train de le dénoncer. Oui, je dis que quand tu te donnes du temps suffisant pour faire un travail correct, il n'y a pas de problème. Mais quand on se donne ce temps pour fausser les résultats, il y a problème. Je pense à Et c'est ce que vous craignez? Oui, je le crains parce que dans le passé, on a fait les élections. Aujourd'hui, c'est un triple scrutin. C'est l'argument qu'ils avancent. Mais je pense qu'en 2005, en 2010, je pense et je me souviens que le lendemain, on avait les résultats provisoires. Mais aujourd'hui, on se donne 5-6 jours. Je pense que, de mon point de vue, c'est un vol qu'ils sont en train d'organiser parce qu'il y avait moyen de le faire. Et dans 2 jours, il y avait moyen de le faire et de terminer. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'avancer des chiffres. D'où viennent ces chiffres? Est-ce que ce ne sont pas des totaux qui sont donnés? Et pourquoi ne pas les envoyer à la CENI, les centraliser à la CENI, oui, en quelques heures? Est-ce qu'on ne travaille pas à la main aujourd'hui? On ne prend pas un stylo et on ne fait pas le calcul 1 + 1 égale combien? Il y a des machines, il y a des logiciels. C'est peut-être ce qui est en train de se passer au Burundi où la technologie n'est peut-être pas encore aussi avancée. Non, il ne faut pas chaque fois dire que le Burundi est en arrière dans tous les domaines. Il y a des informaticiens qui sont là, qui sont capables de faire ce travail rapidement. Mais ce que je crains, c'est que c'est un vol qui est en train d'être organisé minutieusement pour qu'ils arrivent à leur but. C'est tout. Ouais. Le président du CNL, Agathon Rwasa, conteste déjà les résultats diffusés par la synergie des médias. Qu'est-ce que cela peut augurer, Gérard? Alors, d'abord, il faut dire que la contestation en soi n'est pas fallacieuse. Du moment elle se justifie. Elle se justifie d'un point de vue purement logistique. Parce que si nous sommes au 3e jour du scrutin, après le scrutin, nous sommes au 3e jour aujourd'hui, et qu'on ne parvient pas à dire au niveau de toutes les communes du pays quels ont été les résultats, c'est qu'il y a un hic. Parce que centraliser... Mais en attendant, c'est en train quand même de se faire par le biais de la synergie des médias. C'est en train de se faire par le biais de la synergie des médias qui rapporte peut-être 3 ou 5 communes par jour. Et comme a dit Désiré, ce qui lui est dicté et non pas ce qui provient de ses propres enquêtes. Voilà. Les journalistes qui parlent... Ils évoquent des résultats, évidemment. Ils donnent des chiffres. Est-ce que ces chiffres sont le reflet de ce qui a été comptabilisé? Là, on ne le saura pas. Peut-être, il faut donner le temps au temps aussi. Moi, je me dis que la raison qui peut être avancée, c'est d'abord ce fait que on est déjà après 3 jours et au niveau des communes, on n'a pas encore pu avoir les résultats. Ça, c'est un sérieux problème. Ouais. Parce que même en 1993, où il n'y avait pas encore l'ordinateur au Burundi, 2 jours après, on avait les résultats de tout le pays. Au moins provisoire. On savait qui va gagner. On attendait juste les tendances étaient là. Les tendances étaient déjà là. Mais aujourd'hui, 3 jours après, on n'a pas encore une idée de ce qui peut constituer les tendances. On a eu juste, vous avez dit, on ne sait pas ces chiffres, de quoi il s'agit exactement. Il y a eu juste une petite anecdote qui a fait rigoler ceux qui ont entendu ça. Un journaliste a rapporté, un correspondant a rapporté que le CNDD-FDD était premier dans une commune avec 13 000, je n'ai pas exactement les chiffres, mais disons c'était 13 000 et quelques centaines. Et il a dit,
suit en deuxième position le CNL avec 13 000 et des centaines de voix de plus que le CNDD-FDD. Mais il a dit que c'est le CNL qui était en deuxième position. Qu'est-ce que cela peut signifier? Bon, soit il s'agit d'une erreur de la part des journalistes, soit justement c'est ce qui a été dicté de dire. Et là, c'est qu'il y a un sérieux souci. Et ça recoupe en fait la contestation qui est faite par le candidat du CNL qui dit que les élections sont truquées d'avance, donc qu'il y a eu énormément de manquements, que finalement les résultats sont contestables. Vous vous souvenez, vous avez certainement entendu Pierre Nkurunziza qui a appelé les protagonistes à accepter les résultats dans un contexte pareil. Est-ce que cet appel est réaliste? Bon, en principe, le chef de l'État, dans des circonstances pareilles, il y a toujours un mot à dire quant à l'organisation des élections. Ça, c'est normal. Même s'il est candidat, même s'il devait être candidat lui-même, il devait avoir à dire par rapport au scrutin en question. Surtout des propos apaisants. Voilà, il devait apaiser les esprits, il devait donc montrer qu'il est toujours le garant de l'ordre, de la tranquillité, voilà, dans toute la République. Mais en fait, à côté de ce discours, il a aussi prié pour les tricheurs, enfin contre les tricheurs. Il a appelé justement, il a prié, il a dit qu'il peut y avoir des tricheries et ces tricheurs, que la main de Dieu va s'abattre sur ce tricheur. C'est-à-dire quelque part, c'est un discours un peu contradictoire. Il y a une contradiction dans le fait d'appeler les gens justement à accepter le verdict des urnes et en même temps annoncer à peine voilé qu'il peut y avoir des tricheries. Non, et surtout que... À partir de ce discours, c'était prévisible qu'il y ait des tricheries. En fait, il n'est pas bête, le chef de l'État. Il avait déjà écouté tout au long de la campagne. C'est pour ça qu'il est président. Voilà. Tout au long de la campagne, il avait déjà reçu des informations. C'était déjà dit qu'il y avait des tentatives, il y avait des faits qui montraient que ce scrutin allait être tout sauf libre et transparent. Et là, en fait, ce qui se passe maintenant, ce n'est qu'une forme de prophétie qui se réalise. Nous étions en train de parler du fait que les journalistes ne pouvaient pas diffuser les résultats directement à partir des bureaux de vote. Or, certains témoignages rapportent un mauvais traitement subi par des mandataires des partis de l'opposition et surtout ceux du CNL. Étant donné la manière dont la couverture électorale est aujourd'hui organisée, pensez-vous qu'il était possible que les journalistes sur le terrain puissent rapporter ce genre de faits désirés? Je ne pense pas parce que le début a été mauvais. Parce que la synergie a été... Je me rappelle qu'à un moment donné, c'était un Kirundi, il y a Gérald Bilantamidje qui a parlé d'autocensure. Oui, il y a l'autocensure et il y a la censure aussi. Oui, il y a les deux. Il y a l'autocensure. Non, mais la censure, elle est évidente, étant donné l'organisation. Mais avec la situation du Burundi, avec comment l'espace médiatique est aujourd'hui verrouillé par le pouvoir au Burundi, je ne condamne pas mes collègues burundais. Mais je condamne l'autorité qui ne garantit pas cette liberté d'expression. Parce que, imaginez une synergie des médias organisée par le pouvoir qui est en compétition. Ouais? Tu comprends? C'est-à-dire que le pouvoir met toute la logistique sur place. Ce qui ne se faisait jamais. Les directeurs des radios faisaient des projets, ils avaient des financements qui venaient de partout pour que les journalistes soient indépendants. Parce que je me souviens, dans des formations sur la couverture des élections, on interdit aux journalistes de se confondre aux partis politiques, de mettre même un chapeau du parti. C'est strictement interdit. C'est strictement même de porter une chemise qui est semblable avec la couleur de tel parti. Est-ce que c'est arrivé cette année? Aujourd'hui, j'ai vu des journalistes danser dans l'uniforme des partis. Ah bon? Oui, je les ai vus. On a vu des journalistes
qui font la couverture des élections, qui n'ont jamais eu aucune formation en matière de la couverture des élections. Parce que c'est une matière à part. Et aujourd'hui, si on regarde ce qui se fait sur le terrain, ça a été planifié par le pouvoir dès longtemps. Imaginez que le ministère de la Communication, c'est lui qui organise, c'est lui qui nomme les présidents, qui nomme les rédacteurs en chef des synergies. Ça ne se fait jamais. Et donc, Ouais. en un mot, vous Ouais. voulez dire que tout était déjà mis en place pour que les journalistes ne puissent pas rapporter ce qui ne peut pas plaire au pouvoir. Oui, on a fait des débats là-dessus, on a fait des reportages là-dessus. On ne peut pas empêcher aux journalistes de rapporter ce qu'ils voient. On dit aux journalistes, même s'il y a des conflits, même s'il y a des bagarres autour des bureaux de vote, c'était interdit aux journalistes de le dire. Pourquoi? Parce que ça peut être une bagarre organisée par ce pouvoir en place. Non, Oui. en fait, Les mandataires. Le silence ou plutôt l'autocensure et la censure des journalistes Ouais. peut créditer quelque peu les rapports de la police qui ont rapporté que tout ce qui était fautif n'était que des gens du CNL. Bien sûr, parce que, imaginez, des mandataires arrêtés, on compte aujourd'hui plus de 200 mandataires arrêtés du CNL. Est-ce que ces gens sont malades pour qu'ils soient arrêtés partout où ils sont, ou bien on les chasse pour qu'il n'y ait pas de témoins? Et c'est vrai qu'il y a d'autres témoins, il y a d'autres mandataires. Mais quand j'ai envoyé quelqu'un pour regarder, pour qu'il soit à ma place, et qu'il est chassé, comment est-ce que je peux accepter ce qui s'est passé dans ce bureau? En plus, ce sont des élections qui n'ont pas d'observateurs indépendants, d'observateurs internationaux. Aujourd'hui, les élections qui se passent au Burundi, c'est comme si on faisait jouer un match de football, de basketball sans arbitre. Et quel est le résultat? Et s'il y a la bagarre? Mais il y aurait toujours deux équipes. Il y a deux équipes. Vous voulez dire avec un arbitre qui ne veille que sur les résultats d'une seule équipe? Non. Il y a une équipe qui est protégée par le pouvoir, une autre équipe qui est l'ennemi du pouvoir. Il n'y a pas d'arbitre. L'arbitre devient cette équipe du pouvoir. À ce moment, la balance penche toujours du côté du pouvoir. Et c'est pourquoi ces mandataires sont arrêtés. C'est pourquoi ces élections sont faussées dès le départ. Merci. Je rappelle que vous êtes Désiré Hatungimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba Gate Kakawe, et que nous sommes également avec Gérard Villanamidjé, politologue, dans cette édition du Club de la Presse. Gérard, quelles peuvent être les conséquences de cette situation que nous sommes en train d'observer aujourd'hui? Bon, avant d'en arriver aux conséquences, peut-être il faut dire un mot sur la censure et l'autocensure. Parce que c'est un aspect assez important, C'est crucial. Aussi bien au niveau du métier des journalistes, mais aussi au niveau de la qualité de l'information qui est donnée pour consommation publique. Ça va de soi. Alors, moi, je trouve justement qu'il y a un sérieux problème parce qu'en fait, un régime qui veut asseoir la communication sur la censure et l'autocensure des journalistes, c'est généralement un régime qui débouche sur des dérives dictatoriales. Et là, c'est un sérieux défi pour les Burundais. Et je pense que ce qui se passe maintenant n'est qu'une conséquence de ce qui s'est déjà passé durant les 5 dernières années au niveau de la pratique journalistique. Mais vous parlez de conséquences de dérives dictatoriales, alors que les éléments que vous avez même donnés avant partaient d'une base de dictature. Bien sûr que la dictature était déjà là, elle est déjà installée. On ne dira pas qu'au Burundi, il y a une démocratie au sens véritable du terme. Il y a ce qu'on appelle c'est une forme de démocrature, c'est-à-dire c'est un maillage entre un discours pro-démocratie et des pratiques antidémocratiques. Donc ça devient une démocratie pour les détruire une démocratie. Qui veulent voiler la face, voilà. en fait. Alors, pour parler des conséquences, bien évidemment,
lorsqu'il y a une élection et que les résultats sont contestés par les participants à cette élection, c'est-à-dire le peuple et les gens qui se font élire, la première conséquence, elle est là, c'est qu'il s'installe un climat de méfiance et de défiance entre l'autorité et le peuple. Parce que le peuple ne croit pas directement en les dirigeants. Et cette crise de légitimité entraîne une crise institutionnelle. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que quand une élection faillit suite à des tricheries qui se passent au moment d'une élection, cela peut entraîner le peuple à la résistance. On en a vu dans certains pays où les populations se sont soulevées contre le régime qui venait d'organiser ou de manigancer, comme on dit, le scrutin. Et vous pensez qu'aujourd'hui, au Burundi, cela est possible? Avec ce qu'on a vu en 2015 notamment? Moi, je peux dire que 2015 n'a été qu'une répétition peut-être de 2020. Parce que là, c'était comme si c'était localisé au niveau beaucoup plus des centres urbains. Mais actuellement, au regard de ce qui s'est passé pendant la campagne électorale, lorsqu'on a vu des foules immenses déferler un peu partout derrière les candidats, c'est que quelque part le peuple veut réellement des élections, mais des élections qui apportent la paix. Est-ce que en trichant ou en fabriquant des résultats comme certains candidats ont déjà annoncé ça, est-ce que cela va apporter la paix que le peuple a besoin? Si ce n'est pas le cas, donc le peuple est en légitime défense. Le peuple peut résister aux résultats qui sont donnés. Et là, par rapport à ce qui s'est passé en 2015 et ce qui se passe maintenant, il peut y avoir un lien de cause à effet. Étant donné que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Désiré, pensez-vous que Gwassa, dans le contexte actuel, peut porter plainte s'il se sent effectivement, s'il sent qu'il y a eu effectivement tricherie? Il a déjà dit, il a dit qu'il va porter plainte parce que... Mais peut-il le faire? Il va le faire, mais le résultat sera lequel? Je ne sais pas. Est-ce que les institutions qui vont l'écouter, les institutions qui sont là pour trancher, sont-elles indépendantes? C'est une question. Je ne suis pas d'accord. Ces institutions ne sont pas indépendantes. Elles sont... Et donc, ça sera peine perdue? Oui, c'est une peine perdue. Comme Gérard vient de le dire, moi j'ai peur qu'il peut y avoir une résistance. Mais une résistance qui peut provoquer beaucoup de dégâts parce que les forces de l'ordre, je suis toujours au Burundi, ils sont confondus aux politiciens. Ils se croient politiciens. Et quand ils se croient politiciens, si on conteste ce qui s'est passé, tu les contestes. Et quand tu les contestes, alors qu'ils ont le fusil pour défendre la population, ils vont retourner ce fusil pour massacrer cette population qui est contre eux. Oui? Et donc, vous avez peur qu'il y ait, qu'il se produise le pire au Burundi? S'il y a résistance, il est difficile d'éviter le pire. Désiré a peur, en quelques mots, pour terminer cette édition, Gérard, est-il possible d'espérer une issue heureuse de ces élections? Sinon, que faut-il faire pour cela? Bien sûr, moi j'espère qu'il y aura une issue heureuse de ces élections pour deux raisons majeures. La première raison, elle est liée à la contestation elle-même. S'il y a un candidat qui conteste les résultats, c'est que quelque part, il a des données fiables, des données qu'il peut prendre devant les institutions chargées d'arbitrer. A priori, c'est une bonne chose. Oui, a priori, c'est une bonne chose. Et puis, il n'est pas le seul. Peut-être qu'il s'est déjà exprimé, mais à côté de lui, il y a d'autres observateurs qui ont assisté à ce scrutin. Il y a des partis qui avaient des mandataires. Donc, je pense que tout ce monde-là va pouvoir dire un mot sur l'issue de ces élections. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect est lié peut-être à l'éthique politique.
il y a éthique politique. Moi, je crois fermement que le chef de l'État, il reste toujours le chef de l'État et il ne pourra pas accepter qu'il y ait des tricheries qui se passent pour son successeur. Voilà. Ce sont les deux aspects importants que moi je trouve qui peuvent donner espoir aux gens. Parce que s'il y a des tricheries et que les différentes parties au scrutin... Mais si les tricheries se passaient en faveur de son poulain? Bon, le chef de l'État, en principe, il doit être au-dessus de la mêlée. En principe. En principe, il doit être au-dessus de la mêlée. Et je me dis que c'est pourquoi j'ai parlé de l'éthique politique. C'est différent de la propagande ou de la pratique, peut-être la pratique politicienne. C'est différent. Moi, j'ai parlé de l'éthique parce que l'éthique, ça interpelle la conscience. Et la conscience, c'est quelque chose de profond, ce n'est pas superficiel. C'est-à-dire que l'individu mesure le danger qu'il y a. L'individu mesure les conséquences qu'il y a à accepter un scrutin triché ou truqué. C'est par donc ces conseils de Gérard Villanamidjé, politologue qui participait à cette édition du Club de la Presse que nous terminons cette émission. Merci également, merci Gérard Villanamidjé. Merci également à vous, Désiré Hatungimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba Gatekakawe. Merci Franck. Merci aussi à toute l'équipe technique, à toutes. À tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.